Donc bienvenue tout le monde. On se retrouve aujourd'hui donc pour parler un petit peu d'un sujet très important qui va être donc la gestion des larges assemblages dans SolidWorks et un petit peu aussi avec la plateforme. Donc aujourd'hui on va être deux à vous présenter et à vous parler un petit peu donc de toutes les stratégies un petit peu pour venir optimiser vos grands assemblages. Donc ce sera moi-même, donc Pierre Versini, ainsi que Jacob Bussière. Donc on est tous les deux experts techniques dans les équipes SolidWorks. Donc on va passer une heure tous ensemble justement pour parler un petit peu de ces méthodes d'optimisation, des problèmes qu'on peut rencontrer avec cette gestion des grands assemblages et essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça et avoir, on va dire, les meilleures stratégies et les meilleures méthodes pour venir optimiser un peu nos workflows. Donc, comme je disais, le sujet du jour, ça va être la gestion des grands ensembles. Donc, ces grands ensembles, c'est quelque chose qui concerne un petit peu tout le monde. C'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur. On a souvent l'impression que lorsqu'on va vouloir travailler sur des assemblages assez lourds, ça peut nous poser des problèmes. Donc, l'idée aujourd'hui, ça va être un petit peu de regarder comment on peut vaincre un petit peu ces difficultés que l'on peut rencontrer et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler au maximum de façon la plus efficiente possible pour pouvoir avoir les meilleures performances et surtout donc éviter en fait tout problème avec du coup ces assemblages lourds. Donc ici, on a un exemple tout à fait typique d'assemblage. Je sais que certains d'entre vous peuvent reconnaître un petit peu cet arbre rempli de panneaux attention où on peut avoir beaucoup de problèmes avec des références manquantes, avec des assemblages qui mettent des plombes à charger, des temps de chargement assez imposants. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de vraiment venir combattre ces problèmes à la source et de regarder un petit peu comment on peut venir optimiser tous ces éléments-là. Donc l'idée, ça va être voilà, d'avoir un résultat à la fin, de pouvoir travailler correctement avec nos grands assemblages et d'avoir quelque chose qui s'ouvre correctement, d'avoir des interactions qui sont les plus rapides possibles et surtout d'avoir des grands assemblages qui peuvent se partager, que ce soit avec les collaborateurs ou avec les clients de façon efficace sans avoir d'éléments manquants, de références externes cassées, etc. Donc au niveau de l'agenda, on va déjà venir discuter dans un premier temps un petit peu des causes de tous ces ralentissements. Donc qu'est-ce qui provoque les ralentissements, quelles sont vraiment voilà les causes racines de tous nos problèmes un petit peu avec ces grands assemblages. Et derrière, on va voir un petit peu comment on peut venir améliorer tout ça. Donc on parlera des stratégies d'optimisation. On parlera aussi de la partie navigation qui est assez importante, hein, parce qu'il n'y aura pas simplement les chargements, mais aussi la navigation dans vos assemblages, dans vos features, dans vos outils. On parlera aussi d'un sujet qui est très important, qui est donc l'import des steps, donc que ce soit des steps clients ou des steps multicore en général. Et enfin, on parlera aussi un petit peu de la 3D expérience, donc comment venir travailler de façon efficiente dans la 3D expérience avec ces grands assemblages. Donc comment va se passer l'import et comment derrière on peut utiliser donc les outils qui nous sont donnés par la plateforme pour venir ici améliorer nos chargements, améliorer notre fluidité, etc. Ok. Donc, lors de cette démo, on va suivre ici l'assemblage que je vous ai présenté juste avant, donc qui est l'assemblage d'une machine qui s'appelle la Vermia. Donc, qui est un assemblage à la fois composé d'éléments SolidWorks, mais aussi de quatre fournisseurs, donc de CO fournisseurs qui sont généralement des steps, donc des steps multicore qui peuvent rapidement venir alourdir ici nos assemblages. Donc le résultat final qu'on attend ici, c'est une ouverture plus rapide avec une navigation qui sera plus fluide et surtout moins de surprises dans le sens moins de références brisées, moins d'éléments manquants et d'avoir en fait une donnée qui est consistante et qui va avoir le même comportement pour tout le monde.
On parlera aussi de la partie collaboration, donc c'est ce que je disais. L'idée, c'est d'avoir un assemblage qui s'ouvre de manière cohérente pour tous, que ce soit lorsque vous l'envoyez à votre client ou au sein d'une équipe, pour avoir un comportement efficace pour tout le monde. Donc du coup, on va faire une démo qui va suivre un petit peu, on va faire une démo fil rouge, hein, sur lequel on va passer un petit peu sur toutes les méthodes. Donc l'idée, c'est de d'abord passer sur la partie gestion du grand assemblage en lui-même, puis de parler un petit peu du workflow, donc des steps multicore importés, et derrière de parler de toute la partie collaboration avec la plateforme. C'est ce que je disais juste avant. Le premier élément très important sur lequel on va passer un petit peu de temps, c'est la partie problème. Donc, quels sont les symptômes et quelles sont en fait les causes de tous nos problèmes avec ces grands assemblages. Donc, les symptômes qu'on rencontre généralement lorsqu'on vient travailler avec un assemblage lourd, on va dire ça va démarrer autour des 1000 pièces en général. Ça va être déjà le temps de chargement. Donc, on a souvent une ouverture qui peut être assez lente, que ce soit au niveau de SolidWorks ou au niveau des données qui sont chargées depuis la plateforme. On va avoir une navigation qui va aussi avoir des problèmes, donc notamment au niveau des rotations, des zooms qui peuvent prendre du temps, qui sont saccadés, donc plus une navigation qui est fluide, avec aussi une sélection qui est lente lorsqu'on vient sélectionner, que ce soit dans le 3D ou dans l'arbre, des éléments. Les temps de reconstruction sont aussi un problème. Pareil, on peut avoir des temps de reconstruction qui sont très longs, voire des boucles de résolution qui peuvent poser des problèmes. Donc souvent, on va avoir des contraintes qui vont se résoudre en boucle et qui vont venir, pareil, hein, venir rajouter du temps et rajouter, on va dire, du lag un petit peu sur tous ces éléments-là. Un des gros problèmes aussi qu'on va rencontrer lorsqu'on travaille avec la plateforme, ça va être des échecs au niveau de l'upload. Donc souvent, on va avoir des références qui peuvent manquer, des liens qui vont se briser, et ça peut venir un petit peu nous embêter et poser des problèmes au niveau donc de la partie upload. Et enfin, les mises en plan qui peuvent prendre une éternité à s'ouvrir et à se sauvegarder. Donc pareil, hein, lorsqu'on a beaucoup de pièces, beaucoup de détails, plus on va rajouter ce type d'éléments, plus on va avoir du temps qui va s'additionner et des problèmes à l'ouverture et à la sauvegarde. Voilà. Donc tous ces symptômes ont des causes. Ces causes, ça va généralement être donc au niveau de l'ouverture, tout ce qui va être entrée-sortie de données. Donc ça va être le nombre de fichiers. Donc généralement, on va avoir beaucoup de fichiers différents qui vont être trop résolus avec des formats longs. Quand je parle de ça, on y reviendra tout à l'heure, mais on parlera notamment de tout ce qui est step. On a souvent des steps de fournisseurs qui vont être extrêmement détaillés avec beaucoup de détails et surtout beaucoup de corps à l'intérieur. Et ce genre d'élément peut vraiment avoir un gros impact sur les temps d'ouverture et du coup sur toutes ces entrées-sorties en règle générale. Au niveau de la reconstruction et des contraintes, on va souvent aussi avoir des contraintes qui ne sont pas forcément utiles. Donc on a souvent des contraintes instables avec des références externes. On a des portées de reconstruction qui vont être, je dirais pas inutiles, mais pas forcément nécessaires sur certains points. Donc l'idée, voilà, ça va être de venir couper là-dedans et de venir essayer au maximum de garder uniquement l'essentiel et ce qui nous est vraiment utile au niveau de notre assemblage. On parlera aussi des graphismes. Donc, les graphismes sont souvent aussi une cause de ralentissement. Donc, ça va être le niveau de détail, que ce soit au niveau des effets que l'on applique. Donc, on parle notamment de la transparence, des détails. On voit souvent des grands assemblages sur lesquels on vient zoomer sur une vis et la vis conserve tous les détails avec les inscriptions, les écritures, ce genre de choses. Donc, ça aussi, ça peut poser des problèmes dans la navigation. Et là, vraiment, sur cette partie graphique, c'est la carte graphique qui va en pâtir et qui va du coup ralentir tout le reste. Et enfin, donc j'en parlais aussi un petit peu juste avant, tout ce qui est référence et portabilité, donc les liens brisés, les incohérences avec une toolbox. Donc si on a par exemple deux utilisateurs qui ont des toolbox différentes, on peut aussi rapidement avoir des problèmes à ce niveau-là. Ok, voilà. Donc, pour pouvoir répondre un petit peu à ces problèmes, on va avoir des stratégies. Donc la première chose, ça va être de venir vraiment travailler sur les modes de représentation. Donc souvent, on met en cause la machine, met en cause les performances matérielles. Il faut savoir que
la gestion des modes de représentation va vraiment avoir plus d'impact en général que les réglages matériels. Ça va vraiment être quelque chose sur lequel on va vraiment insister aujourd'hui. Travailler sur ces modes de représentation et utiliser les éléments les plus optimisés pour la gestion de ces grands assemblages. De deux, on va avoir aussi on va vous montrer un petit peu comment avoir une méthodologie la plus carrée possible. L'idée, c'est que si tout le monde travaille avec la même méthode, on gagne, on va gagner en performance sur l'ensemble et ce sera bien plus efficace encore que d'avoir des paramètres les plus optimisés possibles au niveau de notre machine et de notre SolidWorks. Un des gros combats aussi qu'on va regarder, ça va être la partie fichier 4 fournisseurs. Donc, comme je le disais juste avant, on va voir comment venir réduire en détail, sans perdre d'éléments utiles, les fichiers 4 que l'on peut recevoir d'un fournisseur et qui sont généralement un des gros nerfs de la guerre, car c'est vraiment l'un des gros points, on va dire, euh, pas de pollution, mais de ralentissement de nos gros assemblages. Et enfin, créer des stratégies. Donc, on va voir aussi comment créer des stratégies de revue qui sont différentes des stratégies d'édition. Donc, l'idée, c'est d'avoir des méthodologies pour avoir une visualisation d'un assemblage complet et derrière des stratégies différentes lorsqu'on veut venir éditer des pièces ou des zones au sein de cet assemblage. Voilà. Donc là, le but, c'est, comme je le disais, ça va être de se concentrer sur des leviers précis et de voir là où est-ce qu'on peut gagner le plus de temps. Voilà, donc la première étape, ça va être de parler un petit peu de l'ouverture de nos gros assemblages. Donc l'idée là, c'est de regarder un petit peu quel est le workflow optimal pour venir gérer et ouvrir nos grands assemblages. Donc l'un des points les plus importants, c'est de vraiment venir utiliser soit les modes allégés, soit la partie gestion des grandes conceptions, donc LDR en raccourci, pour tout ce qui va être revu. Donc c'est vraiment super important de vraiment régler vos machines, enfin de vraiment régler vos SolidWorks pour pouvoir en fait ouvrir automatiquement tous vos grands assemblages en mode allégé. Donc je vous montrerai juste après, on a des comparaisons de temps d'ouverture entre un mode résolu, un mode allégé et un mode grande conception. C'est vraiment un point où on peut gagner du temps. Donc l'idée, c'est de toujours ouvrir en mode allégé et derrière de venir résoudre vraiment uniquement les éléments qui vont avoir besoin de modification. Donc ça nous permet de vraiment venir charger les détails sur les éléments sur lesquels on va venir faire de la modification de géométrie, faire de la pose de contraintes et de garder le reste de l'assemblage en mode allégé pour simplement avoir une visualisation sans avoir de modification, enfin sans avoir en fait on va dire, de données superflues chargées sur ces éléments-là. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir le déploiement de ces stratégies sur l'ensemble de l'équipe. Donc d'avoir une configuration, on va dire, spécifique qui est déjà prévue en fait pour être allégée lorsque vous partagez vos assemblages. Donc c'est là où ça va être super important d'utiliser les configurations, donc d'avoir une configuration résolue, une configuration allégée sur laquelle on va venir enlever du détail et qui sera la configuration qui sera en général partagée, que ce soit avec un client ou avec vos équipes, pour pouvoir vraiment venir gagner sur ces temps de chargement. Faut aussi savoir qu'on a l'ouverture allégée peut être, comme je le disais, peut-être un paramètre qui peut être activé par défaut pour pouvoir être sûr, en fait, quoi qu'il arrive, d'ouvrir vos éléments en mode allégé. Ça peut déjà faire gagner pas mal de temps là-dessus. Voilà, donc comme je le disais, on a une petite comparaison ici au niveau donc, des différents modes de chargement. Donc en haut à gauche, vous avez le mode résolu avec le chrono, donc tout est en accéléré. En haut à droite, ça va être le mode allégé. Et en bas, vous allez avoir le mode grande conception. Donc, il faut savoir que le mode grande conception est celui qui donc charge le moins de détails, on va dire, de géométrie, mais qui vous permet d'avoir le chargement le plus rapide possible. Donc là, on va voir qu'on a quand même une différence assez importante. Donc, on est à 6 minutes 25 pour le mode résolu, donc pour cet assemblage. 3 minutes 59 pour le mode allégé et moins de 30 secondes pour le mode grande conception. Donc, lorsque vous voulez vraiment faire de la revue, le mode grande conception est vraiment très efficace pour venir ouvrir vos éléments. Et derrière, bien sûr, le mode allégé permet d'avoir un bon milieu, on va dire, entre la partie entièrement résolue et ce mode grande conception. Donc ça, c'est la première partie.
C'est vraiment très important donc de venir jouer sur ces paramètres. La seconde étape, ça va être aussi de venir travailler sur la partie navigation. Donc un des grands points, un des grands, on va dire, bottlenecks au niveau de notre machine, ça va être vraiment la charge GPU et notamment tout ce qui va être charge mémoire et donc charge mémoire qui va être liée en fait au nombre de géométries qui sont affichées à l'écran. Donc ça c'est très important, c'est plus vous avez de triangles qui sont affichés, plus votre charge graphique est lourde, plus votre vitesse de navigation est lente. Donc l'idée, c'est de réduire le nombre de faces et d'arêtes visibles pour gagner enfin, pour gagner en fluidité au niveau de la navigation, de la rotation et de la sélection. Donc comment on peut réduire cette charge de rendu? L'idée, ça va être, donc, comme on l'a vu juste avant, d'utiliser des représentations simplifiées, de venir éviter donc tout ce qui est effet cosmétique inutile. Donc en général, tout ce qui va être effet de transparence va avoir un gros impact sur vos performances graphiques et surtout de venir masquer, simplifier les petits détails répétitifs en mode revue. Donc comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir avoir une pièce avec le maximum de détails lorsqu'on veut faire de la modification géométrique dessus, de la pose de contrainte, mais d'avoir des versions simplifiées pour le mode de revue, donc pour le mode d'affichage, avec moins de détails et d'avoir donc des configurations qui ont ces détails qui sont masqués pour pouvoir gagner en fait sur cette charge globale. Donc, si toute cette optimisation est faite sur des petites pièces tout au long de votre conception, à la fin, on a vraiment un gros écart au niveau de la performance de l'assemblage complet. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir enlever les détails pièces sur toutes les pièces sur lesquelles vous travaillez pour avoir à la fin un assemblage le plus performant possible. Donc tout ça, hein, ça va nous donner de vraies améliorations hein, au niveau donc de la réactivité de la rotation, du zoom, des sélections et des performances graphiques hein, en général. Donc pour pouvoir voir un petit peu quels sont les éléments hein, qui vous posent le plus de problèmes, on a des outils qui sont disponibles hein, au sein de SolidWorks. Donc le premier outil, ça va être ici le Performance Evaluation, donc l'évaluation des performances qui vous permet de voir quelles sont les pièces qui contiennent le plus de triangles et donc quelles sont les pièces en fait qui vont venir vous prendre le plus de performance. Donc ça vous permet vraiment d'identifier rapidement le nombre de triangles de votre assemblage et surtout le nombre de triangles pièce à pièce, ce qui va vous permettre en fait de venir vraiment cibler quelles sont les pièces à venir optimiser. Donc en fait, on peut le voir hein, dans des assemblages, souvent on ouvre ici l'évaluateur de performance et on va voir qu'une pièce qu'on a reçue d'un fournisseur ou d'un client est vraiment ultra détaillée. Donc la pièce est vraiment magnifique. Par contre, on voit que le nombre de triangles est assez affolant et on peut vite deviner que on perd des performances à cause de ce type de pièce. On a aussi un second outil à disposition, ça va être ici donc l'assembly visualisation, qui lui va vous permettre de vraiment mettre en avant les pièces donc directement dans le 3D, les pièces avec le plus de triangles. Donc là par exemple on a identifié cette pièce de fournisseur hein, qui contient quelque chose comme 120 corps et du coup qui est très détaillé, mais qui se trouve, enfin, on va dire, à l'intérieur de notre assemblage, qui n'est pas forcément très visible et qui va pas, une fois que celle-ci est placée en fait dans l'assemblage, qui va pas forcément nous servir. Donc là, en fait, on peut voir qu'on a énormément de détails qui ne sont pas forcément utiles pour la conception globale, ici pour le remontage en fait global de notre machine. Et vraiment ce type d'élément qui va venir nous prendre de la performance, hein, parce que malgré le fait que vous le voyez pas, qu'on n'ait pas la vue directe sur cet élément, que ce soit un élément qui soit par exemple à l'intérieur de carénage ou ce genre de choses, les triangles sont quand même résolus et on va quand même avoir en fait cet impact qui est pris sur les performances graphiques. Donc même si ce sont des éléments que vous ne voyez pas directement à l'écran, les performances sont quand même impactées par le nombre de triangles de votre pièce. Donc c'est important vraiment sur les éléments qui sont cachés de venir les simplifier et de venir alléger un petit peu la partie graphique de notre objet. Donc on verra un petit peu des méthodes pour venir, après Jacob vous en parlera, on verra un petit peu des méthodes pour venir simplifier ce type d'éléments. Donc je vais maintenant passer la main à Jacob et il va notamment vous parler un petit peu donc de la simplification des steps Oui, bonjour à tous. donc on a vu juste avant.
Voilà. Merci Pierre pour cette belle présentation jusqu'à maintenant. On va parler maintenant de l'import de l'écart multistep. Alors souvent, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire un import en step multicore? C'est parce qu'on aurait de la géométrie qui contient peut-être des liens 3D interconnects qui pourraient se briser et on souhaite avoir de la stabilité. En gros, c'est une raison de stabilité, de gouvernance qu'on voudrait importer en corps multistep. Par contre, il y a quand même des problèmes. C'est qu'on va parfois avoir des corps, beaucoup de corps qui sont inutiles envers notre conception globale. Beaucoup de détails cosmétiques, que ce soit des corps surfaciques, des congés, des petits détails qu'on n'a vraiment juste pas besoin pour notre conception globale. Alors, c'est quoi la stratégie gagnante dans ce scénario? Ça va être en premier temps de réduire le nombre de corps et après ça, de faire du defeature pour réduire la pièce en un corps, si possible. Et ça, je peux vous parler de mon expérience personnelle, que j'avais un bateau, un gros bateau du Vendée Globe à traiter, qui avait des milliers de pièces en step multicorps, et c'était vraiment ça, la stratégie que j'ai utilisée pour réduire la charge de ce fichier. C'est premièrement, enlever le nombre les corps qui sont inutiles ou pas utiles pour mon assemblage final, et après faire du defeature où je pouvais. Alors, commençons avec ce petit exemple ici. On est dans l'évaluation de performance. On voit qu'on a ce fichier SW01603.SLDPRT qui a énormément de triangles graphiques. Alors, notre but, ça va être de rentrer dans ce fichier et de le nettoyer, vu que c'est sûrement une pièce avec du multicore step. Alors, ça qu'on va voir ici. Euh, on a le petit bouton pour l'ouvrir, qu'on peut l'ouvrir à partir de l'évaluation de performance. On va nous proposer de faire de la recognition de fonctions. C'est pas le but de faire ça dans ce webinaire aujourd'hui. Ça va être de réduire la charge de la pièce. Alors, on va pas essayer de reconnaître les fonctions pour reconstruire la pièce, mais plutôt la simplifier. Alors, il y a plusieurs différents outils qu'on pourra utiliser pour faire cela. Et en gros, ça va être l'utilisation de la fonction de supprimer un corps. Mais ici, on voit qu'on a déjà 179 corps volumiques avec 14 surfaces. Alors, le but, ça va être de vraiment les supprimer parce qu'on n'a pas besoin de les avoir pour notre vermeer, comme on l'a montré avant. On est en train de travailler sur cette machine de construction. Alors, on n'a pas besoin d'avoir tous ces détails de cette pièce. Juste, c'est peut-être ces faces ou qui vont être contraints envers le reste de l'assemblage ou des faces qui vont être utiles ou des arrêts qui vont être utiles pour la mise en plan. Le reste, on n'en a pas besoin. Hop. Alors, le but, c'est de garder uniquement ce qui va servir dans l'assemblage. Comme j'ai dit, c'est une décision par corps. Alors, c'est quoi les questions qu'il faut se poser? C'est est-ce qu'on va appliquer des contraintes à ce corps? Est-ce qu'il y aura besoin d'appliquer des contraintes? Si c'est oui, on garde ce corps. Est-ce que ce corps, il constitue ou il représente l'enveloppe de la pièce globale? En anglais, on appelle ça un bounding box. Ça va être l'occupement de la région que la pièce va prendre. Et si ça, c'est un corps qui représente cela, comme un corps de structure, disons, ben là, on pourra le garder. Il faudra le garder pour représenter combien de régions, combien de volume cette pièce va prendre dans l'assemblage global. Est-ce que c'est juste un détail? Là, allez hop, à la poubelle. On peut le supprimer. De la configuration de revue. J'aime spécifier. On va travailler souvent avec des configurations quand on travaille sur une pièce comme celle-là. Comme ça, on va toujours garder la CAO originale, la géométrie originale. Par contre, on voudra avoir la configuration ou la version, si on veut juste créer deux pièces différentes, une qui est simplifiée, la version des revues. Alors, c'est ça qu'on va faire. Moins de corps, ça veut dire moins de faces, moins de triangles graphiques. L'ouverture va être plus rapide, les graphismes vont être plus fluides. Alors, quand on navigue, on bouge notre souris, on aura moins de lag, comme on pourrait dire. Les sélections seront plus faciles. Alors, en gros, une grosse amélioration côté performance. Qu'est-ce qui va améliorer le plus? Ça va être de supprimer, d'enlever de la donnée. Et c'est à nous de faire le tri de qu'est-ce qui va être utile ou pas. Alors, ici, on a un outil qui a été rajouté. Je vais juste faire petite pause juste ici, juste à revenir un petit peu en arrière. On a rajouté cet outil en 2026 de pouvoir sélectionner les corps par leur grosseur. Et on va aussi voir celui par le volume. En gros, c'est juste un autre outil de sélection qui va vous permettre de facilement venir sélectionner les petits détails dans une pièce comme celle-ci.
Ici, on a une pièce assez un peu large, on peut dire. Il y aura des petits composants dedans, des petites vis, etc. Alors, c'est là que ça va être utile d'utiliser le Select Bodies by Size ou de sélectionner les corps par leur grosseur. Et on pourra prendre ou spécifier un pourcentage de la taille de la pièce à sélectionner. Ce qui va prendre la taille globale de cette pièce. On applique un pourcentage et si les petits corps dedans, ils sont à 2% ou moins, par exemple, ils vont être sélectionnés. Et c'est ça qu'on va voir ici maintenant. Et on a une prévisualisation également de qu'est-ce qui va être sélectionné et on pourra valider pour venir les sélectionner et après, et voilà, les supprimer de notre pièce, vu qu'ils ne vont pas être utiles pour l'assemblage final. Et maintenant, on va cacher l'enveloppe qu'on avait spécifiée avant pour nous permettre d'utiliser l'autre outil qui va être de sélectionner les corps par leur volume. Alors ici, on a juste à dessiner une petite, une petite boîte comme ça et après ça, on pourra modifier l'enveloppe comme cela. Et ça va nous permettre de venir sélectionner les corps qui sont totalement dans l'enveloppe. Alors, ça va uniquement sélectionner les corps qui sont complètement dans l'enveloppe. Si la boîte couvre juste une petite partie d'une pièce, ça ne va pas la sélectionner. Et une fois qu'on a tout mis en surbrillance, on peut cliquer sur sélectionner la fonction parent qui va venir sélectionner les corps importés et on pourra les supprimer en fonction. Et après, on peut faire, ici, ça montre juste différentes façons de faire des sélections, juste pour montrer quelques outils qui sont utiles à faire des sélections. On peut également travailler avec le Feature Manager, l'arborescence ici à gauche, pour venir sélectionner nos différents éléments à supprimer. Et là, il nous reste que 9 corps. Alors, on est allé de 179 corps volumiques à 9 corps. Alors déjà, on peut penser que ça nous a amélioré la performance énormément. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On a juste des outils de sélection qu'on vous a montré jusqu'à maintenant et la première étape qui est de supprimer des corps. Alors, la prochaine, ça va être d'utiliser la fonction de defeature. La fonction de defeature a été améliorée depuis les dernières versions de SolidWorks dans les dernières années. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de la retester depuis, mais elle a été gravement améliorée. Ça va être quoi le but ici? Ça va être d'essayer de remettre tout dans une pièce, dans un corps, de tout unir, et également d'enlever les fonctions qui ne sont pas nécessaires pour la pièce. Alors, c'est ça qu'on va venir faire et on pourra venir avec le defeature créer une configuration qui va être une configuration simplifiée. Je saute aux vidéos, comme ça on pourra l'expliquer un peu plus facilement. Ici, on utilise le defeature. Dans cette fonction, juste pour l'expliquer un peu, on aura des groupes qu'on pourra venir créer. En gros, les groupes, quand on vient grouper ensemble les entités, on aura la possibilité de venir les unir ensemble, faire le merge, comme on appelle en anglais, qui vont les mettre tous dans une pièce. Alors, ou dans un corps, pardon. Et ça va être assez utile pour venir utiliser la même méthode de simplification sur ce groupe. En gros, on va appliquer cette méthode de simplification sur le groupe. Alors, on choisit la méthode de simplification comme cela. Et on va venir les unir ensemble comme ça dans un corps. Alors, ça simplifie notre géométrie à avoir juste un corps uni ensemble et qui va être bien nettoyé sans avoir ces géométries ces différents corps. C'est mieux d'avoir juste un corps à la place d'en avoir 9. Et après, on voit que quand on vient dans l'évaluation de la performance, on voit que ça ça a calculé à 0.00. Alors peut-être 0.0001 ou quelque chose du genre, à le reconstruire cet élément. Alors on l'a gravement amélioré de son 179 corps avec les 9 corps graphiques en le rendant juste un corps. Alors ça va être assez utile pour la performance. Maintenant, je vais vous montrer un peu quand vous avez besoin peut-être de nettoyer des pièces qui peut arriver quand vous importez de la géométrie qui vient d'un autre logiciel de CAO ou qui vient d'un fabricant et on ne sait pas son origine. Il y a la possibilité qu'un corps soit brisé, qu'il y ait des problèmes avec la géométrie. On peut utiliser, là je vais juste revenir dans le vidéo un peu, comme ça on peut suivre. Quand on importe cette géométrie, on a la possibilité d'utiliser le Import Diagnostic, les diagnostics d'import, et on a la possibilité de venir utiliser le bouton d'essayer de guérir tous les problèmes. Et là, on peut venir analyser les problèmes en cliquant dessus et venir zoomer dessus. Ça va les mettre en surbrillance de toute façon. Et avec le bouton d'essayer de les guérir tous, ce bouton, on va l'appuyer quand on a des trucs qui sont assez simples à régler. La plupart du temps, ça va arriver à faire l'opération de les guérir, mais parfois, on a de la géométrie ou des problèmes qui ne sont pas assez faciles à corriger. Et ça va demander qu'on les corrige nous-mêmes.
Et pour les corriger nous-mêmes, il faut bien sûr utiliser du surfacique. Alors, il faudra venir par exemple, ici, on a ce petit exemple où on va venir juste fermer la surface du trou qu'on a dans notre import. Alors, dans notre import, on avait un trou dans la surface ici. C'est à nous de recréer la surface qui va venir couvrir cette région et d'utiliser la commande, par exemple, fill surface, qui va venir remplir la surface à travers de ces différentes lignes d'entité, à travers de cette région d'esquisse. Et on va refaire on pourra refaire soit la même opération ici avec cet autre trou, où il y a d'autres méthodes qu'on pourrait utiliser pour rectifier cette ouverture dans notre plan. Une fois qu'on a qu'on a couvert ces plans, on pourra utiliser la fonction de knit surface, de coudre la surface pour unir ces surfaces ensemble et reconstruire un corps volumique. Alors, c'est une fois que notre corps, il est, on dit en anglais watertight, qui est étanche, qui ne laisse pas de l'eau rentrer, dans sorte qu'il est euh, complètement fermé, on pourra le reconstruire en tant que pièce volumique. Et ici, à la fin, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on va avoir la possibilité également de le convertir en dans la tôlerie. Alors, c'est un exemple d'une pièce qui est importée, qui était une pièce notamment de tôlerie. Et on pourra la convertir en verre du sheet metal, en verre de une pièce de tôlerie. Comme ça, on a juste besoin de spécifier la face qui va être fixée. Et après ça, on peut également venir spécifier les lignes de pli où on pourra les collecter automatiquement et après, on pourra venir la retoucher un peu si besoin. Ici, on est sur un niveau pièce, alors j'essaie d'aller un peu plus rapidement, juste parce que c'est pas trop le but de ce webinaire de vous montrer le travail au niveau de la pièce. Parfois, c'est nécessaire de les retravailler parfois. Alors, c'est pour ça qu'on le montre ici à ce niveau concernant les imports multistep, vu que c'est un sujet qui est également impactant à ce niveau-là. Alors, il y a différentes façons de faire les fermetures des surfaces. Ici, on utilise les surfaces en lissage pour venir fermer cette surface qui était brisée un peu plus conséquemment ou un peu plus dur à réparer, disons, avec des fonctions un peu plus avancées, mais voilà, il y a des fonctions qui existent pour la réparer, bien sûr. Et maintenant, sur ce vidéo, qu'est-ce que je veux montrer? C'est qu'on a également une autre fonction qui s'appelle de supprimer des faces. Alors, parfois, on peut avoir une pièce importée qui va avoir des logos ou de l'écriture qui sont écrits avec des extrusions, avec de la coupure dans la matière. On n'aime pas trop ça, ça nous prend énormément pas énormément, mais ça nous prend de la performance, bien sûr. Quand on a ce type d'éléments dans notre modèle. Alors, c'est ça qu'on voit ici, le 5, 6, etc. Ça ne nous sert à rien du tout. Ça nous enlève juste de la performance pour rien. Alors, qu'est-ce que je souhaite montrer ici, c'est on a le Selection Toolbar, en gros, c'est ce dialogue de sélection qui nous permet de facilement venir sélectionner des faces qui sont selon certaines différentes contraintes, un peu reliées à les faces qu'on a sélectionnées. Alors là, par exemple, on pourra sélectionner les faces qui sont coplanaires à la face qu'on a sélectionnée. Alors là, ici, all coplanaire et eux qui sont en tangente à la face coplanaire. C'est ça qu'on vient sélectionner pour venir facilement les supprimer et les repatcher. C'est ça, c'est une fonction que j'utilise très, très souvent dans ma conception. Si vous êtes avancé dans SolidWorks, vous la connaissez bien. Vous pouvez fermer des trous facilement avec et le repatcher juste avec une commande. C'est très, très utile et très, très puissant cette fonction. Alors, je vous encourage à l'utiliser si vous avez besoin de nettoyer des faces comme celle-ci ou des fonctions, des pièces comme celle-ci. Encore, le but, c'est de créer ce package de revue. On veut avoir cet élément de revue. Alors, un assemblage qu'on va passer avec, on aura appliqué nos méthodes soit de simplification, on a supprimé des certains corps, etc. On aura ce package simplifié, mais on va toujours garder aussi le niveau master de notre CAO. Comme ça, on pourra la garder en backup au cas où qu'on a besoin d'avoir plus de détails sur une pièce, etc. Ben là, on l'aura. Mais on veut créer ce mode simplifié. Alors, on va vous montrer maintenant une autre façon de faire ces méthodes de créer des modes un peu plus simplifiés avec les speed packs. Alors, c'est quoi un speed pack? En gros, on va venir créer une version, on peut dire. Il y a différentes façons d'appliquer le speed pack, mais une version d'une pièce, ou pardon, d'un sous-assemblage où qu'on va venir uniquement garder les données CAO, l'interaction CAO,
avec les pièces qui nous sont importantes. Et les autres pièces, les autres éléments, on va les passer en mode graphique, ce qui vont être beaucoup moins lourds parce qu'on ne va pas charger leur données CA. Alors, le logiciel va faire moins de calculations sur la pièce quand on aura des éléments qui sont passés en graphique versus les éléments qu'on les garde en mode, on peut dire, CAO. C'est un peu la façon que je viens de m'expliquer. Je vais vous la montrer maintenant juste pour que ça fasse plus de sens. Alors ici, j'ai mon sous-assemblage que je pourrai venir ouvrir et j'aurai mes configurations. À partir de ma configuration, j'ai la possibilité de cliquer droit sur ma configuration et de rajouter un speedpack. C'est ça que je pourrais faire. Comme ça, facilement, je rajoute mon speedpack et là, j'aurai ce feature manager qui va apparaître, qui va me permettre de venir spécifier qu'est-ce que je veux inclure dans mon speedpack et qu'est-ce que je veux qui reste en corps graphique. Alors là, j'ai juste à sélectionner les éléments que je veux garder et le reste, ciao bye, ça passe en mode graphique. Alors, comme ça, je viens sélectionner les éléments. J'ai plusieurs différents outils de sélection ici. Une fois que je suis heureux avec ma sélection, je peux valider. Et là, on va voir que j'ai ma configuration SpeedPack. Et là, c'est très important. Quand je balaie ma souris par-dessus, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que ça va cacher les éléments qui sont graphiques et uniquement préserver les éléments qu'on a spécifiés à garder. À garder en mode CAO, pendant que les autres sont passés en mode graphique. Graphique, qui veut dire qu'on ne sont pas exploitables, disons, dans la configuration du SpeedPack. Ce qui va alléger, pardon, le modèle ouvert actuel. Comparé à son modèle d'origine où on n'avait pas de SpeedPack, cette version, elle est beaucoup plus allégée parce qu'on a déchargé ces éléments qui sont maintenant purement graphiques. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très utile à créer. Je vais vous montrer qu'on peut les créer de différentes façons et qu'il y a différentes choses qu'on pourra faire avec les SpeedPacks. Alors ça, c'est la première version. Alors, là, ce que je veux montrer, c'est de créer un SpeedPack qui est avec les contraintes. Alors ça va prendre les éléments qui sont déjà mis en contrainte et les garder pendant que les autres éléments vont passer directement en mode graphique. Alors là, on peut venir créer notre SpeedPack comme ça facilement et on pourra l'ouvrir pour voir les éléments qui étaient en contrainte. Alors, hop, ici, je me mets en pause. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a juste, à partir de du sous-assemblage ou de l'assemblage, on a créé le SpeedPack en mode contrainte. Et la mode contrainte du SpeedPack, ça va uniquement préserver la CAO de les éléments qui avaient déjà des contraintes appliquées dessus. Le reste des éléments qui n'ont pas de contraintes appliquées dessus avec le reste de l'assemblage, ils sont passés en mode graphique. Alors, c'est important de garder ça en tête. C'est la première façon, c'est d'appliquer le SpeedPack avec les contraintes. Comme ça, on garde uniquement les éléments pertinents pour avoir les contraintes appliquées. Après, on pourrait également faire l'opposé, qui est de créer le SpeedPack en mode graphique. En gros, ça va passer tout le sous-assemblage en mode graphique. Alors, même s'il y a des contraintes qui sont appliquées, et ben là, ça les créer en mode graphique. Et là, voilà. Maintenant qu'on va mettre notre curseur par-dessus, on va voir qu'on aura tout en graphique. Il n'y a rien on peut interagir avec rien du tout, vu que c'est tout en mode graphique. Alors, on ne peut pas cliquer dessus. Il n'y a rien. C'est juste un mode affichage. Juste comme ça. Et ça va être extrêmement allégé. Par contre, on n'a pas de données exploitables. On ne pourra pas exploiter la géométrie ou des pièces dessus, vu que c'est purement graphique. Maintenant qu'on a cette distinction, voyons comment on peut l'appliquer sur le niveau de l'assemblage. Alors ici, on pourra venir utiliser notre SpeedPack vu qu'on a créé le SpeedPack avant. Alors les SpeedPacks ont été créés au niveau de l'assemblage. Et bien là, on pourra venir cliquer sur le composant et changer sa configuration. Si vous ne le savez pas, vous pouvez le faire directement au niveau de l'assemblage. Si vous avez différentes configurations, vous avez qu'à cliquer sur le sous-assemblage comme ça. Et là, vous pouvez naviguer entre vos différentes configurations dont a fait partie le SpeedPack qu'on a créé. Alors là, on a juste à appliquer le SpeedPack pour utiliser cette configuration de ce sous-assemblage qui est le SpeedPack dans notre assemblage. C'est ça qu'on vient faire. On applique et on aura maintenant notre SpeedPack au niveau de l'assemblage. Et maintenant, quand on vient travailler dans notre assemblage, notre gros assemblage, on voit que les composants, ce sous-assemblage ici, quand on vient mettre notre souris par-dessus, on voit qu'on a uniquement les éléments qui sont CAO, qui ont leur données CAO qui restent, qui sont exploitables. Le reste, ça reste graphique, alors ça va pas s'afficher. Ou ça va s'afficher, mais ça va pas être exploitable. Désolé. Alors voilà, on a notre SpeedPack au niveau de notre assemblage. Maintenant, on pourra voir au niveau de l'instanciation dans l'assemblage principal. Alors,
ici, c'est ce qu'on va montrer, c'est quand on vient créer un SpeedPack, c'est où est-ce qu'on veut stocker ce SpeedPack? Est-ce qu'on veut que le SpeedPack, l'information de ce SpeedPack soit uniquement au niveau de l'assemblage de tête ou est-ce qu'il soit également dans le sous-assemblage actuel? Et c'est ça qu'on vient faire parce qu'ici, on a cliqué, on est dans un assemblage et on vient cliquer sur ce sous-assemblage et de créer un SpeedPack à partir de ce sous-ensemble, pardon. Alors, on n'est pas dans le sous-assemblage, on est dans l'assemblage global ici et on vient créer un SpeedPack pour ce sous-assemblage qu'on a sélectionné. Et ça nous permet de spécifier est-ce qu'on veut que le SpeedPack soit également dans ce sous-assemblage ou qu'il soit uniquement au niveau de cet assemblage ici. Ce qui veut dire que quand on vient ouvrir le sous-assemblage, on l'aura pas. Alors, c'est ça qu'on vient faire, create SpeedPack instance in the top level. Alors, de créer l'instance SpeedPack au niveau supérieur. Et là, on voit on a l'icône qui a changé pour indiquer que cela est un SpeedPack dérivé. Et là, quand on vient ouvrir le sous-assemblage, et ben voilà, on a le sous-assemblage qui reste comme ça. Et on voit qu'il n'y a pas de configuration SpeedPack. Alors, c'est ça qu'on veut dire quand on dit de créer le SpeedPack au niveau de l'assemblage, c'est que cette donnée, cette configuration, pas configuration, c'est un mauvais terme, mais cette instance SpeedPack, elle reste uniquement au niveau de le gros assemblage. Pourquoi est-ce que ça pourrait être utile de faire ça? C'est parce qu'on veut avoir une mode revue de le gros assemblage. Alors, en gros, si on a un gros assemblage, si je reviens ici, on a un gros assemblage, ben, peut-être qu'on n'a pas besoin nécessairement de créer le SpeedPack au niveau des petits sous-assemblages, parce que quand on ouvre les petits sous-assemblages, ben, ils sont performants. On n'a pas besoin de réduire ou de rajouter la donnée à ce niveau-là. On veut juste avoir cette version, cette instance SpeedPack au niveau du gros assemblage parce qu'on veut le rendre le plus performant. Et c'est là que ça devient intéressant de créer cela. Euh, on peut également insérer une instance SpeedPack comme ça. Alors là, ça c'est une autre vidéo ici. On vient insérer un composant et on peut spécifier au niveau d'assemblage un SpeedPack, une instance SpeedPack. Et là, c'est ça que je vais venir faire. Alors, j'ai juste à venir sélectionner un sous-assemblage. On peut choisir n'importe quel. Ici, on va venir sélectionner ce système structurel comme ça. Et là, qu'est-ce qui est différent de l'insertion d'un composant traditionnel ou d'un assemblage traditionnel? C'est qu'on aura cette petite flèche ici, le Next, qui va nous permettre de venir créer le SpeedPack lors de l'insertion de le composant, de l'assemblage etc. Et c'est ça qu'on vient faire. Alors, on va venir cliquer sur Next pour définir le SpeedPack on the fly, on the go. Comme ça, on pourra venir créer le SpeedPack. Alors là, c'est ça qu'on vient faire. On aura uniquement besoin quand on vient insérer ce sous-assemblage, on a uniquement besoin de la CAO de cette pièce ici, de cette pièce qu'on a sélectionnée. Alors, on pourra avoir un SpeedPack créé automatiquement comme ça. Et c'est ça qu'on vient faire. On vient créer l'assemblage comme ça en SpeedPack. Et on aura directement le sous-assemblage créé comme ça avec un SpeedPack. Et on remarque bien que l'icône est la même que la dernière vidéo, qu'il existe uniquement au niveau de l'assemblage de tête. Et c'est ça qu'on a. Alors, quand on ouvre le sous-assemblage, on aura la géométrie, la CAO totale. On ne vient pas créer de configuration SpeedPack au niveau du sous-assemblage lors de l'insertion. On vient uniquement créer une instance SpeedPack pour notre gros assemblage. Alors, quand on vient faire l'assemblage de notre gros assemblage, on pourra insérer tous les sous-assemblages en mode SpeedPack. Comme ça, facilement, on vient créer notre gros assemblage sans avoir des problèmes de performance vu qu'on vu qu'on ne charge pas la CAO de tous les composants, si on le fait bien. Et c'est ça qu'on vient faire. Comme ça, on aura notre sous-assemblage inséré en mode SpeedPack. Alors, on a parlé des SpeedPacks. S'il y a des questions sur les SpeedPacks, vous pouvez les poser dans le chat à tout moment. C'est un sujet qui est très intéressant et qui est très, très, très utile, je trouve, pour gérer les gros assemblages. Sans avoir à supprimer de la géométrie, comme on l'a vu au niveau du multistep. Là, on faisait uniquement transitionner des pièces en mode graphique dans les différents assemblages. Maintenant, on va parler des états d'affichage. Alors, les états d'affichage, c'est une autre façon de pouvoir gagner un peu de temps sur les gros assemblages. Alors, c'est ça qu'on va vous montrer maintenant. C'est la possibilité d'utiliser ces display states, on appelle en anglais, ou les états d'affichage en français. On pourra venir, si on a déjà pré-créé, alors je vais juste faire une petite pause ici pour vous montrer, lors de l'insertion d'un assemblage ou l'ouverture d'un assemblage dans SolidWorks, quand on est dans cette boîte de dialogue de l'explorateur Windows,
d'ouvrir un composant dedans. On a cliqué sur Open ici et ça nous ouvre cette fenêtre qui nous permet de spécifier quelques paramètres d'ouverture avant d'ouvrir le fichier. Qu'on a un assemblage sélectionné, ben là, si l'assemblage, il y a des états d'affichage qui ont été créés, également des configurations, s'il y a des configurations existantes, on peut les spécifier laquelle ouvrir directement avant d'ouvrir la CAO, de le spécifier dans SolidWorks. On peut le faire avant l'ouverture. Et c'est ça qu'on va venir faire s'il y a des états d'affichage créés. Et qu'est-ce que c'est les états d'affichage? En gros, ça nous permet de spécifier si on va cacher ou montrer certains composants. Alors, on les aura déjà prédéfinis. Là, on a ouvert l'assemblage en mode d'état d'affichage de tous les composants. Alors là, ça va tout afficher. Par contre, ici, on a déjà des différents états d'affichage où qu'on aura certains paramètres. Alors là, le truc qui rendait cet assemblage flottable, on avait la première option de le cacher. Il y en a différents états d'affichage pour cacher ou montrer certains différents composants avec des différents paramètres de graphique. C'est ça que si je reviens juste avant, on voit que l'affichage ici, graphique, il est très différent de celui ici. Alors, ça nous permet de préserver en gros des états d'affichage. C'est ça, ça s'appelle des états d'affichage, c'est assez intuitif. Des propriétés visuelles. Alors, ça nous permet de sauvegarder des propriétés visuelles et de les réappliquer facilement quand on les sauvegarde comme ça. Et ici, on pourra venir, si on appuie sur la touche F8, si je ne dis pas de bêtises, ou la petite flèche ici, dans SolidWorks, on aura ce petit menu ici qui nous permet de venir cacher ou montrer certains composants très, très facilement et on pourra les visualiser avec les états d'affichage. Maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité un peu plus avancée de les états d'affichage, c'est d'utiliser la table, le tableau de les états d'affichage. En gros, c'est un peu comme les tables de configuration. On aura des tableaux d'état d'affichage. En gros, ça nous permet de spécifier qu'est-ce qui est montré ou caché de les états d'affichage. Comme si vous avez déjà travaillé avec les configurations, les tables de configuration, vous avez la même possibilité de activer ou désactiver les fonctions qui sont supprimées, etc. Ben, c'est la même chose côté état d'affichage. On pourra spécifier quels composants sont affichés et plusieurs autres paramètres. Alors, c'est ça qu'on vient montrer ici et qu'on pourra facilement venir créer des nouveaux états d'affichage comme ça. Alors là, je vais créer un nouveau état d'affichage et je pourrai le paramétrer en préalable pour après venir l'ouvrir derrière. Alors, il va se créer facilement comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent de travailler dans les tableaux d'état d'affichage que de travailler directement dans SolidWorks, juste parce que c'est plus rapide de venir tout cocher ou décocher qu'est-ce que je veux montrer ou cacher. Alors ça, c'est les états d'affichage. Alors encore, pour montrer la différence entre les configurations et les états d'affichage, en configuration, on vient supprimer ou résoudre des composants, pendant que dans les display states, on vient uniquement masquer ou afficher certains composants. Les apparences, les modes d'affichage, les arêtes qui sont cachées, l'ombre, etc., transparence, les propriétés visuelles en gros. Pendant que configuration, on peut changer beaucoup plus de propriétés dessus, mais les états d'affichage, ça peut être utile pour travailler dans des gros assemblages, surtout que quand on vient cacher un composant, ça va venir alléger l'élément graphique qu'on a chargé dans notre SolidWorks, qui vient améliorer la performance, bien sûr. Maintenant, on va parler de quelques settings. Et désolé, c'est en anglais, je vais traduire comme ça, on pourra les retrouver. Il y aura le replay à tout moment, vous pouvez revenir dans le vidéo et les retrouver. Mais bon, alors le premier paramètre qui va être utile pour venir améliorer notre performance, ça va être la vérification lors de la reconstruction. Alors, au niveau de la performance, ici, on a cette petite option de vérifier lors de la reconstruction. Alors, quand on a cette option d'activer, bah, le logiciel va checker chaque fonctionnalité contre les faces existantes et les arrêts existantes, pas juste ceux qui sont à côté de la fonction. Alors ça peut avoir un impact négatif sur la performance. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourrait désactiver. Alors, quand on travaille dans les gros assemblages, et ça, je tiens à spécifier que quand on travaille dans les gros assemblages, c'est des settings qu'on peut désactiver et qu'on pourra modifier. Par contre, quand on travaille au niveau de la pièce, ben là, on voudra peut-être l'avoir. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez l'activer ou désactiver. Vous pouvez le tester et voir c'est quoi l'impact. Mais nous, ça, c'est une recommandation qu'on peut dire d'activer ou de désactiver. Juste de vous le noter, bien sûr, comme ça, vous vous rappelez que vous l'avez activé ou désactivé.
Le prochain setting, ça va être au niveau de l'assemblage. Alors, quand vous êtes dans les options de système, vous allez dans Assemblage et il y aura les settings pour ouvrir un grand assemblage. Alors, vous pouvez spécifier de ouvrir l'assemblage ou les gros assemblages dans la mode allégé quand le nombre de composants va excéder un certain nombre de composants prédéfinis ici dans les settings. Alors, je vous encourage à l'activer. Moi, je l'active, comme on le voit ici à l'écran, c'est de spécifier ce nombre. Alors, c'est à vous de voir en fonction de votre ordinateur, votre puissance de votre ordinateur, votre carte graphique, processeur, RAM, tout va jouer dans votre évaluation de, de quoi vous voulez setter ce setting. Et aussi, il y a d'autres critères, notamment, comme on l'a vu avec l'évaluation de la performance, on pourrait avoir un composant qui est très, très lourd avec du multistep importé, pendant qu'on a un assemblage avec, je ne sais pas, 2000 composants qui sont juste des petits cubes. euh, qui ne pose pas de problème en niveau de performance. Alors, c'est à vous de voir en fonction de vos cas typiques à quoi vous voulez setter ce setting ici. Et après, il y a une autre option également que vous pouvez choisir d'utiliser la mode de gros assemblage, de revue de gros assemblage, d'activer cela quand le nombre de composants est excédé ici. Là, ça va activer beaucoup plus de settings qui vont améliorer votre performance de gros assemblage. Et ces settings ici, vous pouvez également les paramétrer. Alors, vous avez plusieurs options sur ce niveau-là. Maintenant, au niveau encore de les performances, vous allez avoir deux options. Alors, une ici de vérifier les composants qui sont en mode allégé. Ici, on a activé la mode Don't Check, qui veut dire ne pas faire la vérification. Ça va vous rendre, va vous simplifier la charge. Alors, si vous enlevez cela, ça ne va pas faire cette vérification, ça vous améliore les performances et également de faire la mise à jour de les propriétés de masse lors de la sauvegarde du document. Vous pouvez désactiver pour ne pas avoir ce calculation qui est fait pour vous alléger la sauvegarde, le temps de sauvegarde. Et ça, comment est-ce qu'on fait pour le récalculer les propriétés de masse? Ben, ça va être d'avoir à aller physiquement dans le Command Manager, l'onglet d'évaluation, et vous allez avoir les propriétés de masse que vous pouvez récalculer dans ce menu là-bas. Mais si on désactive cela, ça va améliorer le temps de sauvegarde. Maintenant, au prochain. Alors, au niveau des assemblages, ici, la reconstruction automatique, ça, je vous recommande d'activer ce setting pour ne pas avoir cette reconstruction automatique. Parce que quand vous travaillez, vous êtes en train de faire des opérations, etc. Il commence à se reconstruire. Lors de vous, par exemple, vous êtes en train de naviguer dans votre environnement et là, il fait la reconstruction. C'est deux opérations qui se lancent en même temps avec un gros assemblage. C'est pas très bien pour la performance. Alors, vous pouvez cocher ce setting ici, ce qui va vous permettre de travailler, faire beaucoup de changements d'opérations dans votre assemblage. Et une fois que vous êtes satisfait avec vos changements, vous pouvez là, après, maintenant, faire votre reconstruction manuellement avec les petites lumières, les petits feux que vous avez pour faire la reconstruction manuelle. Alors ça, vous pouvez le faire comme ça et pas l'avoir activé automatique. Ça, c'est bien. Également, de ne pas reconstruire quand on va changer envers l'assemblage. Alors, par exemple, vous faites des modifications au niveau du sous-assemblage et vous revenez dans la fenêtre de l'assemblage global. Et ben là, si vous le savez bien et vous avez vos settings par défaut, out of the box, ben, qu'est-ce qu'il va vous proposer? C'est bien de reconstruire l'assemblage vu qu'il y a eu des modifications qui ont été effectuées sur un des composants. Alors, ici, on peut spécifier de ne pas reconstruire lorsqu'on revient sur la fenêtre assemblage, et ça va être à nous encore de venir effectuer cette reconstruction manuellement. Une autre chose ici pour améliorer la reconstruction, encore dans le setting d'assemblage, ça va être de enlever la vérification lors de la reconstruction. Alors ici, ça va être quand on est dans le settings de Large Assembly. Quand on a activé le settings de les gros assemblages, et bien là, on va enlever la vérification lors de la reconstruction. Et ça, c'est uniquement encore quand on travaille dans la mode de les gros assemblages. Alors, ça va pas vous impacter quand vous travaillez sur des petits sous-assemblages, des petites pièces, etc. C'est uniquement quand on a ce setting, ce seuil qui est
qui est excédé. Ici, on a activé, dans cet exemple de cette photo, on a activé la mode allégé et les settings des gros assemblages quand il y a plus de 100 composants. Alors, dans ce cas-ci, s'il y a plus de 100 composants, ben là, il n'y aura pas de vérification lors de la reconstruction. Alors, c'est quelque chose encore qui peut vous alléger votre performance. Également au niveau de les composants Toolbox, alors là on vient dans les settings de le wizard de les trous et de la Toolbox, on pourra venir activer ce setting de verrouiller la rotation dans les nouveaux composants, de nouveaux contraintes concentriques de les composants Toolbox. Alors en gros, si on enlève cette option, en vrai, c'est mieux de l'enlever, de la décocher, pardon, j'ai mal parlé. C'est mieux de la décocher parce que la performance va s'améliorer. On n'aura pas besoin de rajouter toutes ces contraintes. Le plus de contraintes, ça va être le moins de performance. Alors, plus de contraintes, moins de performance, plus de corps, moins de performance. Il faut y penser comme ça. Le plus qu'on met de données, etc., qu'on vient rajouter des infos, etc., ça va nous baisser la performance, qui fait du sens. C'est comme ça dans tous les logiciels. Alors, de décocher ce setting, alors ça va enlever une contrainte sur les composants ou un setting de la contrainte, parce que vu que c'est un setting de la contrainte concentrique, de verrouiller ou pas sa rotation, ben, ça, c'est une donnée extra. Alors, si on la décoche, ben là, ça va alléger encore notre assemblage global. Et ici, si on vient dans nos contraintes de notre assemblage, on peut cliquer droit et on peut enlever cette option de automatiquement mettre à jour les contraintes, les toolbox. En gros, ça vous enlève une autre chose que ça va venir calculer de contraintes. Quand on va automatique, mise à jour, on peut penser performance, on enlève. Alors, ça, c'est une autre setting qu'on pourra venir désactiver pour avoir plus de performance. Alors, c'est tout des petits settings qu'on monte, mais tous ces petits gains de temps, et ça va s'additionner. Alors, il faut garder ça en tête. Également, après ça, notre setting, on peut réduire la charge graphique de l'assemblage dans les settings de display, d'affichage. On peut décocher ces settings qui va être la surbrillance de tous les arrêts de les fonctions qui sont de la fonction sélectionnée dans la vue graphique. Alors, en gros, quand on vient sélectionner, par exemple, un corps graphique, importer un corps, ça va sélectionner les arrêts. On peut décocher ça. C'est un petit gain de performance, mais ça peut aider. Si on vous montre tous les trucs qui peuvent aider, ou de qu'est-ce qu'on a sélectionné qui sont les meilleurs trucs à vous aider en termes de performance. Alors, si vous voulez décocher ce setting, ça peut améliorer votre performance. Ça va juste pas les mettre en surbrillance quand ils sont sélectionnés. Et également, une autre chose qui est très, très, très importante à avoir coché, c'est ce setting ici. La mode graphique performance améliorée. Ça, c'est un setting qui utilise votre carte graphique pour la puissance de votre PC pour améliorer la performance de les graphiques dans SolidWorks. Alors, je vous recommande de l'avoir activé. Il faudra juste, si vous ne l'avez pas activé, il faudra redémarrer votre SolidWorks pour l'activer. Mais ça, c'est quelque chose qui est très important d'avoir activé au niveau de la performance, ce setting ici, pour avoir une meilleure performance et utiliser la puissance de votre ordinateur pour cela. Et maintenant, je voulais vous présenter une dernière petite nouveauté qu'on va avoir dans la prochaine FD. Les FD, juste pour rappel, c'est les petites mises à jour entre les grosses mises à jour. Les grosses mises à jour sont les versions de SolidWorks, alors 2025, 2026, etc. C'est les grosses mises à jour. Et entre ces grosses mises à jour de version d'année, on aura des FD. Et les FD, on en a 5 en total chaque année. Alors, le FD02 qui va sortir ce mois-ci, on aura une nouvelle fonctionnalité qui est une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui va vous permettre d'évaluer votre performance d'assemblage et de mieux comprendre ce qui ne va pas dans votre assemblage. Je vais vous montrer, je pense que ça va être un peu plus clair en vidéo. Hop, comme ça. Alors, ici, on aura un petit panneau intégré. Il faudra avoir la 3D d'expérience également. Et on pourra demander à notre agent Léo de venir évaluer la performance de notre assemblage qui est ouvert ici. Et là, on peut lui demander des questions comme comment plus rapide est-ce que mon assemblage va être si j'enlève les composants de visserie. Et là, il va venir évaluer mon assemblage et donner une recommandation. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui va faire ce calcul-là. Alors, c'est très, très rapide, comme on le voit ici. Et ça, c'est ça. Ça va venir nous donner des recommandations selon notre assemblage, alors selon nos données CAO.
notre gros assemblage, donne-moi des recommandations de quoi faire pour améliorer sa performance. Et ça utilise les données actuelles. Alors, c'est vraiment une recommandation personnalisée selon votre CAO ouverte. Alors, ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en surbrillance. S'il y a des questions sur cela, n'hésitez pas à les poser. On serait heureux de répondre. Donc, comme je disais, hein, déjà, je vais faire une première partie sur la partie vraiment transfert des données vers la plateforme. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu comment on optimise ça. Et derrière, donc, du coup, je vous parlerai des outils de chargement pour SolidWorks qui seront assez intéressants. Donc là, l'idée, c'est pour avoir le maximum de robustesse et d'être sûr de ne pas avoir de problème au moment de l'upload, c'est de venir préparer sa donnée. Donc, la préparation de la donnée, ça sert pour la 3D expérience, mais ça sert aussi pour SolidWorks dans la vie de tous les jours. D'avoir une donnée qui est correcte, où on est sûr qu'il n'y ait pas de fichiers manquants, on est sûr qu'on n'ait pas de références externes qui sont pas intentionnelles et qui arrivent un petit peu de nulle part. Qu'on soit sûr d'avoir des nommages propres, etc. Ça aide pour la plateforme, ça va aider pour l'upload, mais ça va vraiment aussi aider dans la vie de tous les jours pour avoir une donnée avoir une donnée correcte hein, qui fonctionne de façon plus rapide. Donc là, je vais vous montrer quelques outils hein, qui sont dispo directement, donc qui vont être dispo directement sur SolidWorks. Et derrière aussi pour la partie plateforme, et qui servent justement à faire cette préparation de données et à vous donner de l'information, et derrière à venir améliorer un petit peu ce process-là. Donc souvent, au moment de l'upload, on peut avoir des erreurs qui viennent de problèmes qui sont assez courants. Donc généralement, le gros des problèmes, ça va être les fichiers manquants. Donc on a des fichiers qui existent dans notre assemblage, mais qui ne sont pas, pardon, mais en fait, dont on ne connaît plus l'emplacement et du coup qui ne remontent pas correctement dans notre assemblage et du coup qui vont poser problème derrière au moment de l'upload vers la plateforme. On va voir aussi ça, le plus souvent hein, le même problème avec les références en contexte. Donc, si jamais j'ai créé des références en contexte pour ma CAO, on risque d'avoir des problèmes si jamais la référence est cassée, euh, on ne retrouve plus la référence de base, donc je vais avoir des problèmes de reconstruction à ce niveau-là. Et aussi beaucoup de problèmes souvent avec la partie incohérence, toolbox, lorsqu'on vient partager la donnée, etc. Donc l'idée, ça va être de venir faire quelques checks pour être sûr que notre donnée soit correcte et qu'elle puisse remonter correctement. Donc ça sera le cas, ça fonctionnera pour la partie plot vers la 3D Experience, mais aussi pour le partage de données CAD en externe en règle générale. Donc là, on va venir vraiment vérifier toute la partie validation des références au niveau des fichiers SolidWorks, que ce soit pour les références en contexte, les fichiers manquants, etc. On va venir réduire au maximum donc, pour ce qu'on peut, les références qui viennent pointer vers des fichiers CAD externes et en général, voilà, définir une stratégie de travail. Donc, le premier outil que je voulais vous présenter, c'est le File Préparation Assistant. Donc, l'assistant de préparation de fichiers qui, lui, va permettre de vraiment venir faire on va dire un check-up qualité, donc un check-up santé de votre assemblage avant un upload. Mais ça fonctionnera bien entendu aussi si jamais vous voulez simplement faire un export ou un partage de votre donnée SolidWorks. Donc lui, il est là pour vous identifier tout ce qui est référence manquante, tout ce qui va être problème de nommage et aussi tout ce qui va être doublant et dépendance qui ne sont pas voulus. Donc on peut avoir des doublons souvent on a des doublons au niveau de la toolbox ou ce genre de choses. Donc l'idée, ça va être de pouvoir lancer ce processus, de récupérer le rapport en fait sur les éléments du coup qui ne vont pas, de venir corriger et d'ailleurs de venir relancer le rapport pour vérifier en fait que nos corrections sont correctes. Donc ça, c'est un outil qui est directement disponible dans SolidWorks, donc dans la partie outils, et qui va vous permettre plusieurs choses. Donc là, tout d'abord, on va venir sélectionner en fait le dossier en fait de sauvegarde de mon assemblage. Et derrière, on va pouvoir venir cocher ici des petites options qui vont nous permettre de venir lancer plusieurs checks. Donc que ce soit la compatibilité, que ce soit des checks sur les composants manquants, les références, etc. Et lui, en fait, son travail, ça va être de vous faire un rapport qui va venir en fait identifier tous ces éléments-là. Donc là, par exemple, on va avoir ici un résultat sur toutes les références manquantes. Donc ça vous permet d'identifier rapidement quels sont les fichiers manquants.
Et derrière, pareil, au niveau des configurations de référence, des éléments qui ne sont pas à jour et qui vont avoir en fait un besoin d'être réouverts pour être mis à jour au niveau du dernier process, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un rapport complet qui vous donne les informations sur ce dont vous avez besoin et sur ce qui est manquant en fait dans votre assemblage au global. Donc là, on va avoir un rapide exemple ici avec ce fichier. Donc je vais ouvrir en fait mon assemblage. Et en fait, on va pouvoir directement, au moment de l'ouverture, identifier quelles sont les références manquantes. Et en fait, un petit outil que je voulais vous montrer là-dessus, c'est que les références manquantes vont apparaître ici de façon suppresse, donc de façon supprimée. Et en fait, on va pouvoir simplement venir soit retrouver, si on connaît le chemin, les références manquantes. Donc, c'est très important de venir ici relier, si on peut, les références manquantes. Ou alors, un point qui va vraiment nous faire gagner en performance ici, c'est de venir supprimer ces références manquantes. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à les laisser vivre dans l'assemblage, mais l'idée c'est vraiment de, si on n'en a pas besoin, si on en a vraiment besoin de venir les retrouver, si on n'en a pas forcément besoin de vraiment venir s'atteler à venir supprimer toutes ces références manquantes pour éviter tout problème. Donc là, derrière, ça va avoir déjà un impact global sur les performances, mais ça va vraiment avoir un fort impact sur le plot vers la 3D expérience. Ça va vous éviter des erreurs et ça va vous éviter de redescendre avec des rapports justement de références manquantes à ce niveau-là. Une fois que on va dire que ces problèmes de fichiers manquants, de nommage, etc. sont réglés, l'idée derrière, ça va être de venir mettre à jour nos fichiers à la dernière version. Donc là, par exemple, si vous avez des fichiers qui ont été créés sur un SolidWorks 2020 et que vous travaillez actuellement sur un SolidWorks 2025, 2026, il y aura pareil, il y aura une grosse différence, il y aura déjà un certain impact aussi sur les performances, mais cet impact sera encore plus important au niveau de l'upload vers la 3D Experience. Donc là, ce qu'il faut, c'est utiliser les outils. Donc notamment ici, on est sur l'outil de planificateur de tâches de SolidWorks qui du coup possède des outils intégrés de mise à jour globale sur des dossiers complets. Donc là, en fait, on va pouvoir venir sélectionner un dossier et venir directement mettre à jour en fait en automatique l'ensemble de nos données. Donc ce qu'il va faire en fait, c'est que tout simplement l'outil va venir ouvrir la pièce dans SolidWorks pour pouvoir la mettre à jour simplement en faisant une reconstruction. Donc là, vous avez plusieurs options. Il y a la possibilité de venir mettre à jour toutes les configurations ou la configuration par défaut uniquement. Et l'idée, c'est vraiment d'être sûr que toutes nos pièces soient à jour avant l'import. Donc ça nous permet vraiment de gagner en performance d'import et surtout en robustness. Ouais, en- voilà. Une fois que mes données sont à jour, on va pouvoir toujours utiliser cet outil de planificateur de tâches pour pouvoir lancer donc le upload par lot, donc le téléversement par lot, qui lui va nous permettre du coup de venir traiter, on va dire, des uploads sur une grande quantité de données. Donc ça, c'est aussi important, c'est aussi ce qui est conseillé de vraiment venir uploader le plus de données en fait en une fois. Ça nous évite en fait, ça va réduire en fait au maximum les doublons d'envoi. Et ça nous permet d'être sûr en fait que la donnée est complète et surtout existe, on va dire, en une fois sur la plateforme. Donc là, en général, ce qui est conseillé, c'est de d'abord venir traiter les bibliothèques de pièces courantes. Donc ça permet déjà de venir créer ses propres bibliothèques sur la plateforme, puis de venir traiter les sous-ensembles importants et ensuite de venir envoyer en fait l'assemblage principal, l'assemblage complet au niveau de la plateforme. Donc ça va vraiment nous permettre de venir travailler point par point et de venir être sûr qu'on a une bibliothèque complète qui fonctionne, donc qui fonctionne après l'upload et pas simplement avant l'upload. Voilà. Donc, au niveau des contrôles à faire, vraiment éviter au maximum les doublons d'envoi pour être sûr d'avoir une donnée unique au niveau de la plateforme et préparer tout ce qui va être propriété, gestion des révisions en amont pour être correct au niveau de la plateforme. Ok. Voilà. Donc ça nous permet déjà d'avoir une bonne vue sur l'ensemble de nos éléments et de nos outils qui nous permettent voilà, de venir gagner en performance. Donc pour refaire une checklist, hein, on a vu aujourd'hui, donc durant la présentation, tout ce qui va être mode d'ouverture, donc le mode allégé,
et le mode gestion des grandes conceptions. On a tout le travail à faire sur les représentations, donc que ce soit avoir des configurations donc de revues simplifiées en elles-mêmes lorsque cela est possible, dédiées pour justement l'insertion dans des grands assemblages. Tout ce qui va être réduction à la fois donc des steps multicorps, donc réduction des corps, réduction des arêtes et simplification de ces corps-là, ou simplement suppression lorsqu'on n'en a pas besoin. L'utilisation du feature pour supprimer donc à la fois la charge cosmétique, tout en préservant, on va dire, ce qui nous sert pour faire les contraintes, les références, etc. Et du coup, au niveau de la plateforme, le file préparation et le upload par l'eau, qui lui, enfin, et le, ouais, donc, et le, c'est ça, le upload par l'eau, qui nous permettent vraiment d'avoir une upload qui est performant et rapide pour remonter nos données sur la plateforme. Ici, j'ai un petit graphique hein, qui vous montre ici les impacts hein, qu'on va avoir au niveau de l'optimisation. Donc là, au niveau des temps d'ouverture, donc là, en fait, on a fait un calcul donc à la fois des temps d'ouverture et à la fois du nombre de triangles graphiques qu'on arrivait à avoir après l'optimisation ici de tous nos éléments, donc de tout ce qu'on vous a montré. Donc là, on gagne quand même pas mal. Enfin, on divise quasiment par 3 les temps d'ouverture, ainsi que le nombre de triangles. On peut gagner vraiment beaucoup de performance si on va dire, si on se tient à la méthode et qu'on applique un petit peu tous les outils qu'on vous a proposés. Donc il y a vraiment du temps à gagner et il y a vraiment de la performance à récupérer. Donc, je vois que le temps file. Je vais avancer un petit peu. Et comme je le disais tout à l'heure, je voulais aussi vous parler un petit peu de quelques outils un peu spécifiques qui viennent avec la 3D Experience et qui vont vous permettre d'accélérer, on va dire, le flux de travail. Donc, la 3D Experience, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisée, elle va vous permettre en fait de déjà venir avoir une préparation en fait de votre session de travail qui est fait côté web. Donc, on va dire qu'on va avoir deux postes de travail, donc à la fois SolidWorks et à la fois la plateforme web qui, elle, permet donc de venir récupérer votre arbre de conception, donc d'avoir votre nomenclature complète, mais aussi d'avoir des outils donc de visualisation 3D qui, eux, vont vous permettre de faire certains éléments et notamment ici de faire du filtrage qui vont vous permettre de faire ce qu'on appelle de l'ouverture sélective. Alors désolé, il y a eu un problème de traduction sur celle-ci. Donc c'est pas, je vais en parler rapidement. Donc l'ouverture sélective, en fait, elle va vous permettre à l'intérieur on va dire d'un assemblage complet, de venir sélectionner, grâce à des filtres qui sont entièrement personnalisables, des zones de travail qui vont être automatisées. Donc ça va être des filtres de sélection, soit par de la sélection volumique, soit par de la sélection d'attributs, par exemple, et qui vont vous permettre en fait de préparer votre session de travail en faisant une remontée dans SolidWorks uniquement des éléments qui vont vous servir pour votre session actuelle. Donc l'idée en fait c'est de ne pas venir ouvrir à chaque fois un assemblage énorme complet qui va prendre du temps à la fois sur l'ouverture, mais derrière qui va nous prendre aussi de la fluidité de navigation, mais d'avoir en fait une ouverture uniquement sélective sur les zones que l'on veut venir travailler. Donc ça permet d'avoir des zones qui ne sont pas forcément des sous-assemblages, mais d'avoir des éléments qui vont être, on va dire, dispatchés dans plusieurs sous-assemblages, mais qui vont pouvoir être remontés tous ensemble dans une seule session de travail dans SolidWorks. Donc ces filtres vont être entièrement personnalisables, comme je le disais. On peut isoler des composants par propriété, par état de maturité ou par volume. Mais c'est aussi des fils qui vont être persistants, qui peuvent être sauvegardés et qui peuvent être partagés. Donc ça permet en fait d'avoir cette préparation qui est faite par zone ou par élément spécifique et qui peut être derrière partagée avec les équipes que tout le monde en fait puisse venir en profiter et venir ouvrir des éléments qui sont déjà préparés et qui nous permettent d'avoir on va dire des assemblages optimisés pour l'ouverture. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc ici, déjà, Working with large assemblies can be challenging. on va déjà rentrer dans SolidWorks. Et l'idée, ça va être de ne pas en fait avoir ici à venir charger cette vermeire complète, mais de venir travailler uniquement avec ce qui nous intéresse. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, on a quand même un assemblage qui est, on va dire, consistant. Mais par exemple, si je veux ne travailler que sur cette partie-là, sur cette zone spécifique, je vais avoir des outils en fait qui vont me permettre de le faire en dehors de SolidWorks, directement dans la plateforme, et qui du coup vont me permettre de gagner du temps. Start in a lightweight browser
Voilà. Donc, comme je le disais, la 3D Experience permet aussi de travailler non pas simplement dans SolidWorks, mais aussi dans une plateforme web qui est très rapide et qui du coup nous permet donc d'avoir ce chargement de l'assemblage complet de façon très efficace. Donc, cet affichage web ne nous permet pas de venir faire des modifications, etc., mais va nous permettre de venir, comme je le disais, préparer cette session. Donc là, en fait, je vais pouvoir utiliser des filtres. Donc là, comme on peut le voir, on va avoir un exemple ici d'un filtre de volume, qui est donc d'un filtre de sélection manuelle, pardon, qui m'a permis ici de venir sélectionner uniquement les objets qui m'intéressaient. Et ce filtre, une fois qu'il est sauvegardé, il va pouvoir être accessible en fait dans SolidWorks. Donc là, grâce à l'interface entre SolidWorks et la 3D Experience, je vais pouvoir avoir ma liste de filtres qui est déjà prête et je vais pouvoir en fait simplement venir sélectionner les filtres, venir les insérer dans la plateforme, dans SolidWorks et venir ouvrir uniquement la zone qui m'intéresse. Et comme vous pouvez le voir ici à gauche, ce n'est pas simplement un simple sous-assemblage, ce sont des pièces en fait qui sont dispersées dans plusieurs sous-assemblages et qui me permettent ici de venir voilà, récupérer uniquement cette partie-là. Donc ça ne vous crée pas un nouveau assemblage global. Ça vient simplement charger les éléments qui vous sont utiles pour votre session de travail. Donc ça permet vraiment d'avoir des assemblages, de garder en fait un assemblage très lourd, très large, mais de venir uniquement travailler avec ce qui nous intéresse sur notre session d'édition. Well, it doesn't stop there. Voilà. Donc, comme je disais, on a plusieurs possibilités. On peut faire un filtre qui est une sélection manuelle, ou derrière, on va pouvoir aussi avoir des possibilités d'avoir des filtres de sélection un peu plus automatisés. Donc là, notamment, ici, on voit un filtre de volume qui va me permettre de créer une boîte englobante. Et cette boîte englobante, en fait, elle va me permettre de venir sélectionner automatiquement tous les objets qui se trouvent à l'intérieur de cette boîte englobante. Donc ça permet, voilà, d'éviter en fait de venir naviguer à la main dans un arbre d'assemblage et de venir en fait simplement créer cette boîte d'englobante, de sélectionner tous les objets qui sont à l'intérieur et de venir derrière les ouvrir dans SolidWorks. Approach eliminates the noise. Euh, ok, Finally, select a look. voilà. Et comme je le disais, du coup, l'ensemble de ces filtres sont sauvegardés sur votre plateforme et sont accessibles pour toute l'équipe. Donc ça permet en fait d'avoir des filtres qui vont avoir leur propre état de maturité. Donc ça permet d'avoir en fait un filtre qui au global va venir évoluer et va pouvoir être en fait dispatché pour l'ensemble de l'équipe. Et derrière, en fait, toute l'équipe va pouvoir travailler avec ces filtres pour These venir filters act as a charger curator. des zones spécifiques de votre élève. Ces filtres sont dédiés à votre assemblage. Donc, au niveau de la 3D Experience, on a une suite d'outils en fait qui nous permet ici de remonter dans des relations. Et donc, en fait, les filtres sont toujours très facilement retrouvables par rapport à votre donnée. Donc, que ce soit en partant ici d'un plan, en partant d'un assemblage, on peut venir en fait attacher un filtre à une donnée spécifique et du coup avoir quelque chose qui est facilement accessible et qui peut être remonté très facilement. Donc ça va nous permettre en fait de venir créer, on va dire, des configurations de remontage très précises, sans avoir en fait à créer forcément des configurations côté SolidWorks. Donc là en fait on pourrait avoir simplement ces configurations qui existent côté plateforme et qui sont simplement que l'on va ouvrir dans SolidWorks pour venir travailler, mais qui ne seront pas forcément, on va dire, créées en dur dans la donnée SolidWorks. Ouais, juste pour préciser, j'ai vu qu'il y a eu des questions sur l'IA, comment est-ce qu'on a accès à la fonctionnalité IA. Notamment, il faut être ça peut être n'importe quelle licence Drake, que ce soit standard, professionnel, premium, ultimate, qui est sous maintenance. Ça veut dire que vous avez sous maintenance et vous allez être sur la dernière version de Cedrix. Alors, notamment, pour déjà avoir accès à quelques fonctionnalités IA qui sont déjà disponibles, il faut être sous Cedrix 2026, Service Pack 1.1 pour avoir accès à les fonctionnalités IA déjà existantes. Et celle que j'ai présentée la performance d'assemblage, cela va être disponible dans la prochaine FD, alors lors du Service Pack 2.0. Alors, ouais. S'il y a plus d'informations ou plus de questions sur ce sujet, n'hésitez pas. Mhm. Et je vois aussi, il y a eu beaucoup de questions au niveau de est-ce que cette fonction-là, c'est mieux c'est quoi la méthodologie? Est-ce que c'est mieux de faire d'une façon ou d'une autre?
Je vous recommande fortement d'utiliser les outils d'évaluation. Alors, Oui. expérimenter, notamment, c'est quelque chose que je fais moi-même assez souvent, juste pour essayer d'optimiser ma méthodologie de conception. Par exemple, même au niveau de la pièce, je vais voir est-ce que si je fais une esquisse avec un trou et je fais une répétition circulaire au niveau de l'esquisse pour après faire une extrusion, ça va me bouffer plus de performance, ou est-ce que si je fais une extrusion et après je fais une répétition de cette fonction, ça va me prendre plus de performance. Alors, c'est des tests que je vous recommande de faire vous-même pour essayer de voir qu'est-ce qui va optimiser votre performance. Utilisez vraiment les outils d'évaluation, ils sont là pour ce besoin, notamment même au niveau de l'assemblage. Après avoir essayé de faire les méthodes qu'on vous a présentées aujourd'hui, regardez l'impact que ça a sur cette performance. C'est vraiment un outil superbe pour évaluer tous ces aspects de performance et d'essayer d'identifier un workflow qui marche pour vous. Mm. Je vois Et qu'il y je... a une question. Ouais, Ah ouais, ouais, vas-y, pardon. pardon, Pierre, vas-y. Je vois qu'il y a une question sur la gestion multicœur au niveau de SolidWorks. Donc, faut savoir que SolidWorks, il y a beaucoup de choses qui sont déjà gérées sur du multicœur. Par contre, pour revenir dans le détail, toute la partie vraiment reconstruction, elle, est nécessairement monocœur pour rester robuste, en fait. Euh, Ce que je veux dire, c'est que, en fait, on a besoin d'avoir un processus de reconstruction qui est séquentiel et donc, du coup, qui fonctionnera enfin, qui fonctionnera mieux avec un cœur rapide pour être, pour, en fait, de façon, on va dire, pour à la racine de la chose, en fait, conserver une reconstruction qui est correcte. Donc ça, donc les développeurs essayent de plus en plus du coup d'amener de plus en plus de fonctions vers du multicœur. Par contre, on va dire que le cœur global de SolidWorks pour l'instant restera sur du monocœur. Oui, oui, j'ai vu que quelques remarques sur, oui, ça représente beaucoup de manipulation. Oui, Pour essayer de mieux concaténiser ça, c'est que on présente plusieurs différentes solutions qui peuvent aider à rendre vos gros assemblages plus performants, en savant que nous, SolidWorks, on répond à énormément de différents cas clients. Alors, ça va pas être une certaine méthodologie qui pourrait répondre nécessairement pour tous les clients. Et c'est pour ça qu'on a tous ces différents settings, toutes ces différentes options d'utiliser des speed packs, les modes allégés, de venir supprimer des multisteps, etc. Toutes ces différentes façons de faire et ces différents settings à jouer avec oui. pour vous paramétrer l'expérience qui va marcher le mieux pour votre workflow actuel. Alors, ça se peut que si vous êtes un client qui a énormément de différentes méthodologies, oui, ça peut être plus compliqué, mais pour la plupart des clients, ils vont travailler avec une méthodologie assez bien définie au niveau de leur gros assemblage et c'est à voir s'il y a des certains settings à venir jouer avec pour améliorer cette performance. Alors, c'est à vous de faire les tests et de voir quels settings sont les plus impactants pour vous gagner Oui. la performance. Mais notre but aujourd'hui, c'était de vous présenter la globalité de ces différents settings. J'ai également mis un lien dans le chat. Je vais le remettre. Qui parle d'améliorer la performance des assemblages complexes. Si vous voulez le parcourir, vous allez avoir une explication de chacune de ces différentes fonctionnalités qu'on a présentées aujourd'hui, Ouais. en plus de détails, avec des exemples très concrets de comment et quand les appliquer. Alors, ça peut vous aider également à mieux identifier où dans votre workflow vous pouvez les appliquer. Mais oui. Alors, et également, si vous avez des questions sur des cas particuliers, etc., n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça, pour vous aider à identifier la façon Ouais. qui va travailler, qui va mieux marcher pour vous. Pour, pour les mises en plan, tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui a aussi un impact hein, sur les mises en plan. Hein. Donc vraiment, la performance de l'assemblage a un impact derrière sur la mise en plan de cet assemblage. Donc vraiment, tous les conseils qu'on vous a donnés, vous pouvez les mettre en place. Ça améliorera aussi les performances de mise en plan, que ce soit sur la partie vraiment amélioration graphique ou la gestion des références en elles-mêmes. Et aussi le setting de mise en plan allégé qui est disponible à activer. Oui. Comme ça va vous sauvegarder, ou pas sauvegarder, mais ça va vous sauver des performances également. Quand vous travaillez avec des gros assemblages, c'est presque un prérequis à activer. Comme ça, vous allez gagner de la perf. Mais c'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup de questions hein, sur les mises en plan. N'hésitez pas à nous contacter hein, là-dessus. Je vois qu'il y a des besoins de méthode. On pourrait vous aider là-dessus.
Oui, pour la question sur le speedpack, oui, il y a en effet un impact sur les arêtes. Alors, sur les arêtes visibles, donc les arêtes seront visibles. Par contre, comme je disais, pour la cotation, ce sont uniquement les arêtes qui sont incluses dans le speedpack qui peuvent être utilisées au niveau de la mise en plan. Et j'ai une question du Q&A. Je viens d'essayer de faire une table pour les états d'affichage sans succès. Où se trouve cette fonction? Alors, c'est une fonction qui a été publiée récemment. J'ai pas la FD en tête ou la version en tête, mais ça se peut que si vous n'êtes pas sur la dernière version de SolidWorks, qu'elle n'apparaît pas. Alors, il faudra creuser sur la page d'assistance que j'ai mis dans le chat pour voir dans quelle version elle a été publiée cette Oui. fonctionnalité. Mais il faut bien sûr être sur la fonction à jour genre, on aurait peut-être dû la creuser pour voir dans quelle version elle était puis pour l'évoquer. Mais oui, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne version. Et le module de trop d'expérience est-il disponible dans Service 2025? Oui, Oui, c'est la oui. réponse. Ouais. Et sinon, pour les autres sujets qui sont un peu reliés à les gros assemblages, par exemple, je vois qu'il y a une question sur les extractions de STEP. Sur ça, il y a énormément d'informations, que ce soit sur YouTube, sur notre page d'assistance de SolidWorks pour ce sujet. Mais si vous avez des questions plus pointées sur cela, n'hésitez pas à nous contacter et on va pouvoir vous mettre en relation avec quelqu'un qui pourra vous aider sur ces sujets en particulier. Et il y a une question sur l'utilisation de IA sur les mises en plan. Notamment, on a des fonctionnalités disponibles déjà dès maintenant sur l'IA pour les mises en plan, pour générer des mises en plan automatiquement. Il y a une nouveauté également sur ce sujet. Alors, on a deux fonctionnalités IA sur la génération des mises en plan Oui. automatiques. Sur ça, encore, n'hésitez pas à nous contacter. On va peut-être vous envoyer également d'informations concernant ça. Je vois que c'est un gros sujet qui a ressorti de ce webinaire. C'est de l'intérêt pour les fonctionnalités d'IA. Alors, Il y aura d'ailleurs un webinaire dédié sur les fonctionnalités IA qui devrait arriver avant cet été, je pense. ouais. Ouais. C'est un sujet qui évolue très rapidement, alors on a toujours plus de choses à montrer. Bon, je pense qu'on peut à peu près clôturer. S'il y a d'autres questions encore, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. Mm. Parfait. Donc, je pense qu'on peut arrêter là. Merci à tous. Merci à tous hein, de nous avoir suivis. Encore désolé pour le déplacement. Et on espère que vous passerez tous une très bonne journée.